Cette histoire commence comme un drame scolaire et se termine en apocalypse. Harcèlement scolaire, un père yakuza, une streameuse qui diffuse depuis chez elle. Des démons ancestraux, que se passe-t-il? Il s'avère que le loser silencieux que tout le monde ignorait est en secret la seule personne au monde à avoir déjà atteint le niveau maximum. Il voulait juste terminer des donjons en solo et éviter les gens pour toujours. Mais une diffusion accidentelle a tout révélé. Maintenant, le monde entier le regarde, et plus ils enquêtent, plus tout devient étrange. L'histoire commence à l'étage le plus bas du donjon du vide où se trouvait un énorme dragon noir. Le protagoniste a regardé ce monstre avec une expression calme et s'est dit que c'était clairement un satané dragon à 5 têtes. Il a bondi à une vitesse incroyable vers l'une des têtes du monstre et lui a tranché la langue d'un coup de dague. Le dragon furieux s'est tourné vers lui et a commencé à attaquer avec son souffle de feu. Il a esquivé l'attaque et l'a de nouveau frappé violemment avec sa dague, le faisant rugir puissamment. Il a atterri sur le sol après ça et a dit qu'il faisait trop de bruit. C'était un dragon. Où était sa fierté? À cause de lui, il avait mal aux oreilles. Il a créé plusieurs cercles magiques et a utilisé le sort Zone de Trou Noir et celui-ci a commencé à aspirer le dragon. Il a tué ce monstre et a pensé que cela devrait suffire. Une fenêtre système est apparue devant lui affichant Umore, Dix-7 niveau 9999 puissance d'attaque. Défense physique, puissance magique, défense magique et agilité étaient de 99 999 points. Il était fou de joie et s'est demandé s'il avait enfin atteint le niveau maximum. Ça lui avait pris tellement d'années qu'il n'avait même pas eu le temps de dormir. Il a cherché les meilleurs spots de chasse à collecter des matériaux pour améliorer son équipement. Il a joué plus qu'à n'importe quel autre jeu. Son attention s'est portée sur les objets laissés par le monstre. Il a vu une fenêtre système avec de nombreux objets et a dit avec un sourire qu'il avait obtenu un œil de dragon de sang, quelque chose de très rare. Il a eu beaucoup de chance. Il s'est demandé quel genre de récompense il obtiendrait. Il a pensé au fait que les donjons étaient apparus partout dans le monde il y a 50 ans. Il y a eu une panique énorme à l'époque, mais maintenant les gens se sont habitués à coexister avec eux. Les gens ont de la magie et des compétences pour défier les donjons. Les donjons contiennent les ressources les plus rares, c'est pourquoi tous les pays soutiennent les explorateurs. L'exploration est une activité dangereuse, mais extrêmement excitante. Pour un joueur comme lui, c'est l'option parfaite. Il a traîné sur toutes sortes de forums et de réseaux sociaux, mais il n'a jamais vu personne avec le niveau maximum. Il a atteint la limite. Qu'est-ce qu'il attend maintenant? Le système l'a informé que la récompense pour avoir atteint le niveau maximum était l'apprentissage de compétences supplémentaires. À partir de maintenant, il ne peut plus monter de niveau, mais lorsque sa barre d'expérience sera pleine, il pourra apprendre des compétences supplémentaires. Il a acquis une compétence supplémentaire. La téléportation est maintenant disponible. Il a lu ça et a pensé que la téléportation était intéressante. Il devrait l'essayer tout de suite. Cependant, il a envie de dormir car il a été occupé depuis tôt ce matin. Demain, il doit encore aller à l'école. Le lendemain, il est arrivé à l'école, mais un camarade de classe l'a bousculé dans la salle. Un type nommé Onizuka, avec une sale tête, lui a dit qu'il avait besoin d'argent et de lui donner 10 000. Le protagoniste a pensé qu'il se faisait harceler à l'école. La brute a haussé le ton et lui a dit de donner l'argent vite fait, sinon il le tuerait. Il est resté silencieux, lui a donné l'argent et a pensé « Je me demande comment il réagirait si je commençais à résister. L'argent n'est pas un problème. Après tout, j'ai assez économisé pendant tout ce temps. Au fond, les donjons ne servent à rien dans la vraie vie. » Onizuka lui a pris l'argent à souris, méchamment lui a mis un coup de poing et lui a dit à voix haute qu'il l'avait bien aidé. Il est tombé au sol sous le coup et l'autre a dit avec un sourire moqueur qu'il devrait être content qu'il ne soit pas dans un donjon maintenant. Dans un donjon, il serait par terre avec un trou dans le ventre. Les autres élèves se sont mis à rire en le regardant et ont demandé combien d'argent il lui avait donné. Après tout, c'était l'argent de ses parents. Ce type n'a vraiment pas de chance. La prochaine fois, il lui prendra encore plus. Il a pensé calmement que les attaques des monstres sont plus douloureuses. Un garçon a appelé Onizuka et lui a dit qu'il l'avait vu en stream avec Coras hier. Il s'est tourné vers le garçon avec un sourire et a demandé « On m'a démasqué. » C'est ça. On lui a proposé une collaboration. Il les écoutait et pensait que les streams de donjons étaient un sujet populaire en général. Naturellement, il y a des influenceurs populaires qui ont leurs propres fans. L'élève a demandé « Au fait, tu as atteint le niveau 30, n'est-ce pas? » Onizuka a ri, a hoché la tête et a dit qu'il avait la compétence roi des poignes. Il est destiné à devenir une star. Hier, ils ont gagné 50 000 sur le stream. Trop cool. C'est entièrement grâce à lui, mais il s'en fiche. Le protagoniste a commencé à se relever et a pensé qu'il pourrait lui aussi gagner de l'argent grâce aux spectateurs. Il pourrait gagner beaucoup d'argent s'il chassait des monstres de rang S. Il vaut mieux tester ses nouvelles compétences après les cours. Quelque temps plus tard, il est allé au donjon du vide à l'étage le plus bas
et le système a notifié que les compétences utiles, toute la magie du feu, de l'eau, de la glace, de la terre, du vent, des ténèbres et de la lumière étaient disponibles en tant que compétences supplémentaires. Téléportation. Il a lu ça et s'est dit que le titre parlait de lui-même, mais il a d'abord voulu tester. Il a entendu un grand cri, a commencé à regarder autour de lui et s'est demandé qui pouvait bien être là. Il a utilisé sa compétence de détection et a senti la présence de quelqu'un et de 3 monstres à proximité, mais ils étaient assez loin. Il a considéré que c'était une situation idéale et a activé sa compétence de téléportation. Au même moment, la jeune fille était en plein stream et pensait qu'il lui suffirait d'abattre un ogre. Elle est tombée sur plusieurs monstres puissants et s'est demandé pourquoi les choses avaient tourné ainsi. L'un d'eux l'a attrapée, l'a soulevée du sol et elle a pensé que c'en était fini pour elle, que c'était la fin. À cet instant précis, il s'est téléporté sur place, a attaqué l'un des monstres et s'est dit qu'il n'avait pas le choix. Immédiatement après, il a attaqué à une vitesse fulgurante la tête de l'ogre qui tenait la jeune fille. Celui-ci a commencé à tomber en lâchant la fille. Elle a également commencé à chuter, mais Ree est rapidement descendue pour la rattraper. Il l'a regardée et lui a demandé si elle allait bien. Elle l'a regardé embarrassée et a hoché la tête. Il l'a déposée par terre et lui a dit d'attendre un moment. Un monstre énorme s'est approché de lui, brandissant sa massue, et il a activé sa compétence de téléportation pour esquiver le coup. Il a découvert que cette compétence était très utile. Après ça, il a attaqué 2 ogres à une vitesse incroyable et les a vaincus rapidement, ce qui a énormément surpris les spectateurs du stream. Avec une expression calme, il s'est dit que c'était beaucoup trop facile par rapport au dragon de sang. Il a regardé la fille et en la voyant de plus près, il a réalisé que c'était la très populaire Julia en personne. Il avait entendu parler d'elle à l'école, mais n'aurait jamais pensé la rencontrer dans le donjon. Il devait partir avant que tout ça ne devienne problématique. Il s'est retourné, a ouvert la fenêtre système et lui a dit qu'il était content qu'elle soit en sécurité et qu'elle ne devrait plus s'attirer de tels ennuis. Elle lui a crié d'attendre, se disant qu'elle était une joueuse de classe mondiale et de niveau 80. Mais il avait vaincu avec une telle facilité ceux qu'elle n'avait pas pu affronter. Qui était-il? Elle a regardé sa fenêtre système, a vu son niveau et a été complètement choquée, se demandant « C'est quoi ce monstre ?» Le lendemain matin, il s'est réveillé chez lui et s'est dit qu'il n'avait pas bien pu dormir car il s'était passé trop de choses la veille. Auparavant, Julia l'avait appelé et lui avait dit qu'avant qu'il ne parte, elle aimerait savoir son nom. Il a refusé, ce qui l'a beaucoup surprise, et elle lui a demandé pourquoi. Il lui a répondu que s'il donnait son nom à une célébrité comme elle, ça lui attirerait tout un tas d'ennuis. Elle s'est approchée et lui a demandé de lui donner au moins ses initiales dans ce cas. Il a accepté à contre-cœur et lui a donné de fausses initiales, mais elle a immédiatement su qu'il mentait. Il a nié, a commencé à s'en aller et elle lui a crié de prendre au moins ses objets. Il y a renoncé et maintenant, en marchant dans la rue, il pensait qu'il avait agi un peu grossièrement, mais il ne voulait vraiment pas imaginer les conséquences. Quelqu'un derrière lui a crié, l'a attrapé par le col et l'a projeté dans une ruelle sombre. Il s'est retourné. Onizuka, accompagné de plusieurs types, le dévisageait. Il l'a traité de bouffon et lui a dit que chaque jour qui passait, il l'irritait de plus en plus. Le protagoniste a pensé, encore lui, mais cette fois accompagné. Que lui voulait-il? Onizuka a dit l'air mauvais qu'il était au courant de tout. Tout le monde racontait partout qu'il avait aidé Julia. Il a été très surpris en entendant ça et a pensé qu'il savait bien qu'il aurait dû partir sans rien dire. Malgré ça, elle avait deviné qui il était. Onizuka a balancé un coup de poing en hurlant « C'est juste un putain de faiblard !» et il ose tourner autour d'elle. Il l'a frappé violemment au visage en criant qu'un marginal comme lui n'aurait jamais pu vaincre un tel monstre. Le héros a pensé qu'Onizuka était un idiot d'être aussi jaloux, mais il a eu une idée et a dit qu'il avait raison. Que ce n'était pas lui. Onizuka a éclaté de rire et a dit que c'était bien ce qu'il se disait. Il a continué à le frapper au visage, un large sourire aux lèvres, tandis que le héros pensait que c'était finalement pratique, qu'il pouvait simplement tout mettre sur le compte des rumeurs. Il n'avait qu'à encaisser les coups et tout serait fini. Mais Onizuka s'est arrêté parce que Julia s'est approchée d'eux et lui a demandé ce qu'il était en train de faire. Elle a retiré son masque et a demandé d'un ton grave « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Le héros, surpris de la voir, s'est demandé ce qu'elle faisait là. Elle a demandé avec une expression sérieuse « Je répète, qu'est-ce que tu es en train de faire à mon bien-aimé ?» Onizuka a été surpris par le mot qu'elle a utilisé et lui a demandé ce que ça voulait dire. Elle a répondu d'un air grave qu'elle avait posé la question la première. Lui, confus, a acquiescé et a demandé « Vous vous fichez de moi, c'est ça ?» Le héros a remarqué qu'Onizuka avait peur et s'est dit que d'une façon ou d'une autre, il fallait que tout ça s'arrête. Il l'a appelé et lui a demandé d'arrêter, disant qu'il allait bien et qu'elle ne devait pas s'en faire. Elle a rougi et a dit qu'il était très aimable. Il a demandé avec une expression confuse « Mais quel est le rapport ?» Il a pensé que si ça continuait, ils allaient le frapper encore plus fort tous les jours. Onizuka a crié que cet imbécile n'avait pas pu l'aider, que c'était des conneries. Elle a soupiré avec une expression de dégoût, l'a traité de dégueulasse et a dit qu'elle ne voulait rien entendre de lui. Ils ont décidé de l'attaquer en groupe. Il ne lui arrive même pas à la cheville. Il s'est débarrassé de ces monstres si calmement sans même sourciller.
C'est comme s'il s'ennuyait tout le temps. Ce regard froid qu'il a. Il est tellement cool. Elle s'est calmée le regarder et a dit que pour faire simple, il n'était pas une ordure comme l'autre. Il s'est indigné et a demandé à voix haute. Quoi qu'on en dise, il est bien plus séduisant que cet abruti, non. Il n'a pas pu vaincre un monstre de haut niveau, n'est-ce pas? Ils ont fait une collaboration. Elle a vu que son niveau était plus élevé que celui de l'autre. Elle s'est détournée en disant qu'il était inutile de lui parler. Ry l'a regardé en pensant « Est-ce que ça va aller? Il ne lèverait pas la main sur une fille, n'est-ce pas? » L'effet de niveau ne s'applique que dans les donjons s'il en dit trop. Elle l'a traité d'idiot et a dit que les garçons qui ne sont même pas bons à être des ordures ne l'intéressaient pas, qu'il ne s'avise plus de croiser son chemin. Anuzuka l'a attrapé par l'épaule, l'a insulté et lui a hurlé de se la fermer. À cause de ça, il s'est immédiatement approché d'eux, lui a attrapé le bras et lui a dit d'arrêter. L'autre lui a immédiatement mis un coup de poing en lui hurlant de ne pas s'en mêler. Il a encaissé le coup et a demandé « C'est tout ce que tu sais faire ». Il s'excuse, mais maintenant, il ne va plus se retenir. Il lui a mis un coup de poing puissant et tout le monde a été surpris parce qu'il a été projeté violemment sur le côté. Il s'est retourné et a dit que le suivant pouvait essayer d'attaquer. Les garçons se sont énervés, ont couru vers lui pour commencer à se battre et ont crié « Tu l'as frappé et tu te prends pour un héros. Pour qui tu te prends? » Il a frappé à la tête le garçon qui s'approchait et a dit d'un air calme qu'il ne savait que l'ouvrir. Peut-être qu'il devrait arrêter et cesser de se ridiculiser. Les garçons restants se sont encore plus énervés et ont essayé de l'attaquer tous en même temps, mais il les a tous vaincus facilement. Onuka s'est relevé, l'a insulté en criant et a dit qu'il ne lui pardonnerait pas. Il a sorti un couteau, ce qui a inquiété Julius. Il a souri avec méchanceté et a demandé à voix haute s'il savait que son frère était un bandit, qu'il ne s'en tirerait pas comme ça. Le protagoniste l'a regardé d'un air calme et lui a demandé ce qu'il y avait de mal à ça. L'autre a été déconcerté et lui a crié qu'il venait de lui expliquer que son frère était un bandit. Il a dit qu'il ne comprenait pas, qu'il avait seulement sorti un couteau. Quel est le rapport avec le fait que son frère soit un bandit? Est-ce qu'il est stupide? Il devrait retourner à l'école primaire. C'est clair qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas appris là-bas. L'autre s'est encore plus énervé, a couru vers lui, a essayé de le poignarder, mais Julius a facilement esquivé, lui a attrapé le bras et l'a projeté au sol. Il lui a tordu la main, lui causant une douleur intense et le faisant hurler de le lâcher. Il a été un peu surpris et a dit que lui aussi avait mal depuis tout ce temps. Cependant, est-ce que lui, il l'avait écouté? Maintenant, il voulait qu'il se tienne tranquille et obéisse. Le garçon a regardé Julie avec un visage terrifié, l'a appelée et lui a demandé de l'aide. Elle lui a montré sérieusement l'écran de son téléphone en lui disant qu'elle diffusait son humiliation au monde entier. Ce n'était pas une situation où il pouvait demander de l'aide à qui que ce soit. Cela l'a encore plus inquiété et il a dit que pendant tout ce temps, il avait simplement eu la flemme de résister, qu'il n'avait jamais été un adversaire à sa taille. Il a demandé d'un ton inquiet d'arrêter, mais il ne l'a pas écouté, lui a cassé le bras, et à cause de ça, il a perdu connaissance. Elle s'est approchée de lui et lui a demandé inquiète s'il était si fort que ça. Alors pourquoi ne s'était-il pas vengé de lui pendant tout ce temps? Il s'est tourné vers elle et lui a dit d'un air calme que le plus important pour lui était de profiter d'une vie simple. Plus tard, ils étaient assis ensemble dans un parc. Elle lui a mis un pansement sur le visage et lui a demandé s'il n'avait vraiment pas mal. Après tout, il n'avait pas un seul endroit sans blessure. Il a demandé si leur coup pouvait vraiment lui faire mal. Il a pensé qu'il espérait pouvoir passer inaperçu s'il décidait simplement que tout était un mensonge. Mais elle est arrivée et a tout gâché. Il lui a demandé comment elle connaissait son nom. Elle a dit joyeusement qu'il n'avait pas à s'inquiéter, qu'elle savait déjà tout sur lui. Il a soupiré de dépit et a dit qu'elle aussi elle se mêlait de ce qui ne la regardait pas. Elle a répondu qu'après tout, il l'avait protégée dans le donjon. Elle ne pouvait pas simplement l'ignorer. Il a pensé que dans le donjon, c'était une chercheuse de rang S, mais dans la vraie vie, c'était une fille tout à fait normale. Qui s'interpose entre une victime et 4 types costauds? C'était anormal. Elle était venue pour régler sa dette. Sur le moment, elle n'avait pas pu le remercier correctement. Il a répondu que ça lui était égal. Elle, l'air dégoûtée, lui a dit qu'il était vraiment froid. Elle lui a demandé s'il pouvait, s'il vous plaît, l'appeler par son prénom. Elle s'appelle Miyamoto Karin. Il a estimé que c'était mieux que son surnom. Il l'a donc appelée par son nom et a déclaré que sa dette était ainsi réglée. D'un ton joyeux, elle lui a dit qu'elle aussi l'appellerait simplement par son prénom. Avec un petit sourire, il a répondu qu'en gros, ils étaient quittes. Elle lui a alors demandé s'il était sûr de vouloir partir comme ça. Il s'est tourné vers elle et elle lui a dit qu'elle avait une information utile qu'elle seule connaissait. D'un ton calme, il a répondu que ça ne l'intéressait pas. Elle a ajouté « ou un slime d'orichalque ». Ça a capté son attention et il a tout de suite pensé à ce monstre énorme qui donnait beaucoup d'expérience. Mais à cause de sa défense et de sa vitesse, il était assez difficile à tuer. Les matériaux qu'il lâche permettent de fabriquer certains des meilleurs équipements. Même lui n'avait que peu de ressources provenant de ce monstre. C'est un monstre précieux et il ne voulait pas que quelqu'un d'autre soit au courant.
Toute contente, elle lui a dit qu'il y en avait des tas dans le donjon de Sakura West. Alors là, c'est une information utile, pas vraie. Elle lui a donc suggéré d'y aller ensemble après les cours. Il l'a remercié pour l'information, lui a dit au revoir, et elle, toute joyeuse, s'est dit que sa personnalité froide le rendait vraiment génial. Quelque temps plus tard, le protagoniste est arrivé au donjon de Sakura West et s'est dit qu'il était déjà au niveau maximum, mais que son équipement pouvait encore être amélioré. Il a ouvert la porte du donjon et a jeté un regard calme à l'intérieur. En entrant, elle est tombée sur Karin. Elle lui a dit qu'apparemment, ils n'étaient pas les seuls à avoir eu cette bonne idée. Il l'a regardée avec une légère contrariété en pensant qu'au final, elle l'avait suivi. Le niveau le plus bas de ce donjon est le niveau 50. Le slime d'Orichalk devrait s'y trouver, mais ça prendrait un temps fou pour y descendre de manière normale. Elle l'a interpellé et lui a dit d'un ton inquiet qu'il devait se dépêcher, sinon il n'en aurait aucun. Calmement, il a répondu que ce n'était pas la peine. Il lui a demandé de lui donner la main. Elle a rougi quand il a pris sa main et a utilisé sa compétence de téléportation. Ils sont apparus au dernier étage et elle, stupéfaite, a demandé à voix haute « Comment tu as fait ça ?» Il a répondu qu'il avait la compétence de téléportation. Il a regardé sur le côté et a vu les slimes d'Orichalk. Elle a été surprise par leur nombre et s'est exclamé que s'ils s'y prenaient bien, il pourrait en tuer une dizaine. D'un ton sérieux, il a dit que ce n'était pas assez. Il en fallait 1000. Il a lancé des dagues sur les monstres qui ont ricoché sur l'un d'eux pour frapper plusieurs fois avec plus de puissance. Il a commencé à créer des cercles magiques et à utiliser de la magie de feu, créant une zone enflammée. Elle l'observait de côté, l'air ébahi. Il s'est tourné vers elle et lui a demandé pourquoi elle restait là sans se battre. Surprise, elle a répondu qu'il était beaucoup trop fort et que les attaques magiques étaient inefficaces contre ces monstres. Il a acquiescé, expliquant qu'en temps normal, ils ont une résistance si élevée qu'on ne pourrait même pas les égratigner. Cependant, comme il était au niveau maximum, ça n'avait aucune importance. Il a dit qu'il devait continuer. Elle a hoché la tête en pensant qu'elle savait déjà qu'il était bien plus fort que tous ceux qu'elle avait rencontrés. Maintenant, elle en était convaincue. Elle devait elle aussi devenir plus forte pour devenir une petite amie digne de lui. Après ça, ils sont tombés sur un autre groupe de monstres. Il les a attaqués avec sa magie, mais les survivants ont tenté de s'enfuir. Karin, l'air heureuse, a dit qu'il pouvait compter sur elle. Elle a utilisé la magie de l'eau zéro absolue et a gelé ses slimes. Il a été un peu surpris et a admis qu'il ne pensait pas qu'elle pourrait s'en charger. Avec un grand sourire, elle a répondu qu'avoir autant d'abonnés, ce n'était pas une mince affaire. Ils ont continué à se battre contre les monstres et quand il n'y en a plus eu, elle a soupiré en disant que c'était fini. Elle était épuisée. Elle a ouvert sa fenêtre système, a été très surprise par ce qu'elle a vu et s'est exclamée qu'elle était déjà niveau 150. Pour un explorateur de rang S, le niveau 120 est déjà élevé. Et tout ça, c'était grâce à lui. Le protagoniste lui a demandé de quoi elle parlait. Ils étaient là grâce à ces informations à elle. Elle a secoué la tête gênée et a insisté que tout était grâce à lui. Elle était vraiment heureuse de l'avoir rencontré. Lui, l'air confus, a dit qu'elle aimait bien exagérer. Une fenêtre système est apparue à côté de lui, indiquant qu'il avait acquis une nouvelle compétence additionnelle. Reflet des attaques magiques. Il a été content de voir ça et s'est dit que c'était une nouvelle compétence additionnelle. Ça peut renvoyer les attaques magiques sur l'ennemi, n'est-ce pas, ou c'est autre chose? Je devrais l'essayer lors du prochain combat. C'est déjà sa deuxième compétence additionnelle et ça valait le coup de tuer plusieurs centaines de slimes d'Orichalk pour l'obtenir. Cependant, c'est autre chose qui l'intéresse le plus. Il a regardé la fenêtre système qui indiquait qu'il avait 17 gemmes de slime d'Orichalk. Il s'est dit que dans le donjon, quand on battait un monstre, on obtenait un matériau sur lui. Les gemmes tombaient très rarement. Il avait eu beaucoup de chances d'en obtenir 17. La fenêtre système indiquait que l'épée magique de l'Armageddon nécessitait 100 yeux de dragon de sang, 100 bâtons de mage de la mort, 100 gemmes de slime d'Orichalk et un matériau inconnu. En voyant ça, il a pensé qu'il pourrait enfin créer l'arme pour laquelle il avait économisé 5 exemplaires des matériaux les plus rares. Mais il n'avait toujours pas trouvé le dernier matériau. Et puis c'est quoi ce délire d'Armageddon? Une chose était sûre, il trouverait ce matériau rare quoi qu'il en coûte. Il a entendu un grand cri, s'est retourné et a demandé ce qui s'était passé. Karin a crié que la récompense était de 60 millions de pièces d'or. Elle a gagné 60 millions de yens. Est-ce que c'est normal? Il a accepté et lui a dit qu'elle pouvait les garder. Elle a cependant rétorqué que c'était lui qui avait tué la plupart des monstres. Il a répondu qu'il lui avait déjà dit qu'il était là grâce à ces informations. C'était donc sa moitié. Elle en était très heureuse. Plusieurs explorateurs se sont approchés d'eux, ont regardé autour d'eux et ont dit qu'ici aussi, ils étaient tous morts. C'est étrange, ils étaient censés être les premiers. Qui a bien pu faire une chose pareille? Même les explorateurs de rang S mettent au maximum 20 minutes pour tuer un slime. Ils se sont cachés derrière un rocher. Ray les a regardés et a pensé que ça sentait mauvais. D'autres explorateurs sont arrivés. Il lui a pris la main et lui a dit qu'il était temps pour eux de partir. Il a utilisé la téléportation. L'explorateur a regardé dans cette direction. Son partenaire l'a remarqué et lui a demandé ce qui n'allait pas.
Ils ont continué leur chemin et il a répondu que ce n'était rien, qu'il avait dû l'imaginer. Le lendemain, il a été très surpris de voir une avalanche d'articles sur quelqu'un qui avait massacré tous les slimes d'Oraculum. Il a posé son téléphone, a pris une profonde inspiration et s'est dit que ça craignait vraiment. Il a reçu une notification. En regardant son téléphone, il s'est rendu compte qu'Onizuka lui avait envoyé un message. Peut-être fallait-il voir s'il était bien celui qu'il prétendait être. Il devait se rendre au donjon du ciel demain à 22 heures. Cette fois, il allait le tuer. Il a lu le message et a pensé « Au fait, les types qui l'accompagnaient ne sont pas revenus à l'école depuis cet incident. » Karen était en train de streamer en direct son agression au couteau. La police n'est toujours pas intervenue. Il pensait qu'il avait été arrêté. Curieusement, il n'y avait aucune nouvelle à ce sujet. Disait-elle vraiment la vérité à propos de son frère? Elle l'a appelé, lui a fait signe de s'approcher et lui a demandé s'il avait lui aussi reçu un message d'Onizuka. Il a hoché la tête et lui a demandé si elle aussi avait reçu un message. Elle a confirmé disant qu'il lui avait écrit d'aller au donjon du ciel demain. Il veut qu'elle lance le live. Il l'a appelé pour lui dire qu'elle n'avait aucune raison d'y aller. Il vaudrait mieux qu'elle reste à la maison. C'était très probablement une histoire de bandit. Après tout, en dehors des donjons, c'était une lycéenne ordinaire. Elle pouvait tout lui laisser et ne pas s'en mêler. Elle a demandé l'air inquiète, mais « Tu ne seras pas en danger, tu l'as vaincu lui et ses potes, mais maintenant tu vas devoir affronter des bandits. » Il lui a répondu d'un ton calme que tout irait bien. En bref, qu'elle devait tout lui confier et rester à la maison. Elle lui a crié d'attendre et lui a avoué qu'elle l'aimait. S'il venait à disparaître soudainement, elle comprend parfaitement qu'il est très direct, mais qu'il se soucie des autres. Sinon, il n'aurait pas pris de risque en la sauvant car il aurait très bien pu ne pas intervenir et rester anonyme. S'il ne l'avait pas aidée, elle ne serait plus de ce monde. Alors elle lui demande de la laisser le protéger. Elle est encore moins forte que lui, mais elle peut faire passer le mot grâce à son stream. Même s'il le lui interdit, elle ira de toute façon. Elle connaît déjà l'endroit. Il a été un peu surpris par ça, mais a quand même accepté en lui disant que dans le donjon, elle ne devrait pas s'éloigner de lui. Elle a accepté, puis il a raccroché et s'est dit avec un petit sourire que c'était une fille étrange. Le lendemain, à l'heure convenue dans le donjon du ciel, le protagoniste se tenait face à Onizuka qui le regardait avec un sourire suffisant. Il a souri avec méchanceté et a demandé « Tu es vraiment venu, alors lequel de nous deux est le plus stupide ?» Il a demandé d'un air calme « Ton épaule est déjà guérie. » L'autre a hoché la tête en disant qu'il n'était pas une personne ordinaire comme lui. Il avait un médecin qu'on ne trouve pas dans un hôpital normal. Il a dit que c'était clairement le médecin de l'ombre. Il s'est retourné calmement à appeler Yulia et lui a demandé si elle était prête à lancer le stream. Karen a hoché la tête à lancer le stream et a dit que tout fonctionnait. Il l'a interpellée avec un sourire moqueur et a dit qu'elle allait maintenant voir qu'il était plus fort que cet imbécile. Il allait lui montrer quelque chose d'intéressant. Il a concentré une très forte énergie autour de lui et a déclaré à voix haute qu'il s'était entraîné même en se remettant de sa blessure et qu'il était maintenant niveau 50. Il l'a regardé et s'est dit que c'était un mensonge. Même s'il avait trouvé l'endroit parfait pour farmer, il n'aurait jamais pu gagner 20 niveaux en si peu de temps. En plus, avec sa blessure, il n'aurait pas pu combattre de monstres. Donc, il était devenu plus fort pour une autre raison. Il était clair qu'il avait utilisé beaucoup de potions d'expérience. Il se rappela que cette potion était un objet très précieux qui donnait énormément d'expérience quand on la buvait. À bas niveau, on peut monter de nombreux niveaux comme ça. C'est un objet extrêmement rare et quasiment impossible à obtenir. Onizuka a commencé à dégainer son épée noire et a demandé d'une voix forte « Et maintenant tu as peur ». Il s'est mis en garde et a dit d'une voix forte et d'un ton sérieux qu'il pouvait essayer d'attaquer. Le protagoniste l'a regardé d'un air grave et s'est dit que tout ce qu'il savait faire, c'était de se la jouer. Une idée lui est venue. Il a souri avec assurance et a déclaré qu'il se battrait avec un seul doigt, mais que s'il enfreignait cette règle, alors il gagnerait. L'autre est devenu fou de rage et a hurlé « Tu te moques de moi, très bien soit. J'en finir vite avec toi. » Il s'est jeté sur lui, a brandi son épée et a hurlé qu'il voulait de sa mort. Au dernier moment, le protagoniste a esquivé son coup, s'est placé derrière lui et lui a demandé où il regardait. Il l'a frappé d'un seul doigt et le coup était si puissant qu'il l'a projeté au sol. Il s'est retourné vers lui en l'insultant et l'autre, avec une expression calme sur le visage, lui a fait signe d'approcher. Cela l'a rendu furieux, il s'est jeté sur lui en lui hurlant de ne pas être si arrogant. En réponse, il l'a frappé avec son doigt et a brisé son épée avant même qu'il ne puisse terminer son attaque. Il a dit à son adversaire qui était sous le choc qu'avec une attaque aussi puissante, il ne pourrait même pas l'égratigner. Cela n'a fait que le rendre encore plus furieux et il a commencé à l'insulter à grands cris, a sorti une autre épée et s'est mis à l'attaquer sans relâche. Il a calmement dévié toutes ses attaques avec son doigt. La lame s'est brisée et il a déclaré que l'arme était inutile. Onizuka est tombé à genoux, n'en croyant pas ses yeux, et le protagoniste lui a dit qu'il ne pourrait pas le vaincre avec de telles attaques. Il a souri avec arrogance, a créé de nombreux cercles magiques et a dit « Je suis vraiment désolé, mais t'as baissé ta garde. » Il est monté en niveau et a appris une nouvelle magie.
Il lui a lancé de nombreuses boules de feu et a déclaré à voix haute qu'il avait toujours eu un talent pour la magie. Il peut créer des boules de feu en masse. S'il subissait autant d'attaques, même le protagoniste ne pourrait y résister. Il y a eu une énorme explosion, mais soudain toutes les boules de feu sont revenues vers lui et le protagoniste a dit avec un sourire qu'il avait lui aussi un talent pour la magie. Toutes ces attaques l'ont atteint. Il a été gravement blessé et avec une expression de dégoût a dit qu'il ne lui pardonnerait jamais. Karen a sauté d'en haut, l'appelant joyeusement et a dit que tout était terminé. La diffusion s'était aussi bien déroulée. Elle l'a complimenté, mais Ray l'a dévisagé car elle riait de manière suspecte. Il s'est brusquement tourné vers elle, l'a appelée Ulia et l'a averti d'un danger. À ce moment-là, une volée de missiles a foncé sur eux, mais il a couru vers elle, l'a prise dans ses bras et a sauté sur le côté. Les spectateurs étaient choqués par ce qui se passait et Onizuka a hurlé qu'ils allaient tous les deux mourir. Elle a prononcé son nom l'air inquiète et il lui a dit que tout allait bien. Il lui a suggéré de se cacher à l'extérieur du donjon. Ils sont sortis du donjon en courant. Il l'a posée au sol et lui a demandé si elle allait bien. Elle a hoché la tête. Plusieurs bandits se sont approchés d'eux et leur ont dit qu'ils arrivaient bien tard. Ils l'attendaient. Il les a regardés avec une expression calme et a dit qu'il était clair que le duel n'était qu'une diversion. Le véritable assassinat aurait lieu ici. Le bandit a ri et a reconnu qu'il avait raison. Pour un gamin, il avait compris la situation assez vite. Il a pensé qu'ils l'avaient vu tuer l'ogre de la mort d'un seul coup et qu'ils avaient réalisé qu'ils ne pourraient pas gagner dans le donjon. Alors il l'avait délibérément attiré à l'extérieur. Le bandit a dit à voix haute que c'était un ordre de son frère. Il ne devait pas leur en vouloir. Un homme est sorti du donjon, s'est dirigé vers eux et a dit qu'Onizuka était en vie. Le bandit a dit que même s'il ne pensait pas que ça valait la peine d'aller aussi loin, vu son jeune âge, c'était désormais une question de réputation. Il devait l'accepter et mourir. Karen, l'air inquiète, l'a appelé en criant, lui disant que les choses tournaient de mal. Elle lui a dit de la laisser et de s'enfuir. Le protagoniste ne l'a pas écouté et a demandé s'ils étaient prêts à risquer leur vie. L'un des bandits s'est approché de lui en éclatant de rire et lui a demandé s'il essayait de faire le malin devant une fille. Ce n'était pas mal pour son âge, mais ça ne lui servirait à rien. Ils iraient tous les deux dans l'autre monde. Il lui a asséné un violent coup de batte, mais Ray l'a arrêté facilement d'une seule main. Le bandit a été surpris par ce qui venait de se passer et Ray a dit qu'il allait répéter sa question. Il a brisé la batte avec cette même main et a demandé s'ils étaient prêts à risquer leur vie. Il l'a attrapé par le col, l'a soulevé du sol et a demandé s'ils pensaient pouvoir le vaincre en dehors du donjon. Des bandits minables comme eux ne pouvaient que rêver de ça. Il lui a mis un coup de poing très violent au visage et l'a projeté à plusieurs mètres. Les autres bandits surpris ont crié « C'était quoi ça ?» Pourtant, il était clair qu'ils étaient en dehors du donjon. Peut-être avait-il une sorte de compétence qui fonctionnait même en dehors du donjon. Il s'est souvenu que lorsqu'il était enfant, son père l'avait appelé et lui avait dit de l'écouter attentivement. Il allait lui apprendre à se battre. Il avait une excellente génétique. Il serait capable de le surpasser. Ray a refusé l'air inquiet et a dit qu'il n'aimait pas ce genre de choses. Il voulait seulement être ami avec ses amis. Son père lui a tapoté la tête et lui a dit qu'il savait que c'était un bon garçon. Mais il était peu probable que le fils d'un chef Yakuza puisse avoir une vie aussi tranquille. Il lui a demandé pardon et dans le présent, Ray pensait qu'il voulait juste vivre en paix comme tout le monde. Il voulait juste s'amuser comme tout le monde. Il s'est approché des bandits et leur a dit de l'écouter attentivement. Il se battrait pour la protéger. Si un seul cheveu tombait de sa tête, il les précipiterait dans les profondeurs de l'enfer et il le regretterait. La plupart des bandits ont pris peur, mais l'un d'eux a crié « Vous avez peur d'un type ordinaire ». C'était évident qu'il faisait juste semblant. Ils ne devaient pas avoir peur car leur adversaire n'était qu'un type lambda. Tous se sont rués sur lui, brandissant leurs armes. Le protagoniste a serré le poing et a vaincu plusieurs bandits en quelques coups rapides. Ça les a beaucoup inquiétés et ils se sont demandé pourquoi ce type qui venait de l'extérieur du donjon était si fort. Karen le regarda surprise et se demanda qui diable il pouvait bien être. Il a sorti un couteau et a dit que maintenant un vrai combat allait commencer. Peut-être qu'il changerait d'avis avant qu'il ne soit trop tard. Les bandits se sont mis en colère et lui ont demandé en criant ce qu'il venait de dire. De quel vrai combat il parlait? Est-ce qu'il avait fait ses devoirs aujourd'hui? Il a dit d'un ton calme qu'en comparaison avec les monstres, ils ne représentaient aucun danger. Il ferait mieux de réfléchir par eux-mêmes. Ils étaient en train de perdre contre un lycéen normal, on pouvait les considérer comme des enfants. Ça les a mis très en colère et ils ont crié de ne pas l'écouter. Ils emmèneraient de la fille avec eux plus tard. Il a foncé sur eux très rapidement et leur a asséné de nombreux coups vifs pour les immobiliser. Quand il les a tous vaincus, ils ont dit qu'ils n'arrivaient pas à y croire. Comment pouvait-il le perdre contre un simple lycéen? Il s'est approché de l'un d'eux et lui a dit qu'il n'avait tout simplement pas pris en compte certains faits importants. Comment est-ce que vous couvrez Onizuka? Vous avez un allié puissant ou vous êtes de mèche avec un politicien? Le bandit a détourné le regard et a dit qu'il ne savait pas. Et même s'il le savait, il ne le dirait pas. Suite à cette réponse,
Il l'a attrapé par les cheveux, lui a violemment fracassé le visage contre le sol et a dit que quand il pose une question, on doit lui répondre. Non seulement il a la force d'un gamin, mais il en a aussi le cerveau. Il s'est mis à rire et a dit qu'il en avait assez vu. Frère Kaba va venir le chercher. C'était fini pour lui. Ce nom a attiré son attention et le bandit a ajouté que ce frère était très fort. Il peut commencer à prier. À ce moment-là, Ray a vu un couteau voler dans sa direction, a sauté sur le côté, a attrapé Karen et lui a crié de faire attention. Un homme armé a couru rapidement vers lui et a dit qu'il bougeait bien. Il a retiré un couteau qui était planté dans le sol, s'est retourné brusquement et a paré le cou de l'homme. Il l'a regardé et a pensé « Alors, c'est lui ». Il a remarqué une cicatrice sur son visage et en a été surpris. Ils se sont séparés d'un bond et il a dit calmement qu'il était toujours aussi fort. Il s'est souvenu de l'avoir vu enfant l'a appelé par son nom et a dit que son visage était toujours aussi effrayant. Elle a été très surprise par ses paroles et a demandé à voix haute est-ce qu'il le connaissait. Il a hoché la tête et a dit qu'il l'avait élevé comme si c'était son père. Il a été très surpris en se souvenant l'a appelé « Monsieur » et lui a demandé pourquoi il était là. Il a regardé les bandits qui gisaient au sol, a failli dire quelque chose, mais l'autre a hoché la tête en disant que c'était eux qui avaient commencé. Va-t-il se débarrasser d'eux? Kaba, avec un air de grand dégoût, s'est tourné vers eux et leur a hurlé « Vous vous battiez avec lui, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Vous voulez mourir. » Le bandit blessé a demandé d'une voix très effrayée ce qu'il voulait dire. Il les a traités d'idiots sans cervelle en hurlant et a dit que ce jeune homme était le fils du patron Kamiyama, le boucher silencieux. Les bandits étaient sous le choc de ce qu'ils venaient d'entendre et que le protagoniste a pensé qu'il semblait que le problème était résolu. Maintenant, tout irait bien. Il lui a dit de ne pas trop s'éloigner juste au cas où. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Karen a hoché la tête et il a remarqué qu'elle tremblait, pensant que ce n'était pas étonnant qu'elle ait peur. Il a demandé ce qui se passait. Est-ce qu'il payait des pots de vin pour qu'Onizuka soit acquitté? Kaba a nié et a dit que c'était un gang sous sa protection. Il ne se mêle pas de leurs affaires. Il a pris une profonde inspiration et a dit qu'il le savait. Il doutait qu'il se soit prêté à quelque chose comme ça. Cependant, pourquoi des politiciens accepteraient-ils une chose pareille? Ona est une star d'Internet maintenant. Il a répondu qu'eux aussi étaient surpris. Il ne veut pas le dire, mais en gros, ils ont des problèmes en interne. Ils ne peuvent même pas prédire ce qui va se passer ensuite. Il a pensé avec une expression songeuse que c'était étrange venant de l'une des organisations criminelles les plus puissantes du Japon. Il ne pouvait pas commettre une erreur pareille. Il s'est incliné, s'est excusé à voix haute auprès du jeune maître et a dit que c'était son erreur. Il lui a demandé de le pardonner pour ça. L'autre a répondu avec un air légèrement insatisfait qu'il pouvait laisser tomber. Ils doivent juste arrêter de soutenir Onizuka. Mais une idée le contrariait. Kaba l'a regardé et a dit que bien sûr, ça ne se reproduirait plus. En guise d'excuse, il pouvait aussi lui offrir des informations sur un objet rare dans le donjon que le département de gestion des donjons cachait. Il devrait avoir assez de force pour l'obtenir. Le protagoniste a pensé serait-il de mèche avec le gouvernement. Il a clairement utilisé du jus d'expérience. Il est très possible que le département de gestion des donjons soit impliqué dans tout ça. Il a dit qu'il n'avait pas besoin de ces objets de louche. L'autre lui a dit de reconsidérer. Il est sûr que ça lui plaira. Il a demandé au fait comment allait son père. Était-il en bonne santé? Il a hoché la tête et a répondu que oui. D'ailleurs, quand il a vu la vidéo de son combat contre Onizuka, il n'a pas arrêté de l'encourager. Il a pris une profonde inspiration et a dit qu'il n'avait pas changé du tout. Il s'est remémoré le passé, comment son père l'avait toujours adoré. Cependant, il n'a jamais laissé de répit à ses subordonnés. Il le gâtait énormément. C'est pourquoi il ne pense pas qu'il aurait ordonné sa mort. Il a dit qu'ils avaient des problèmes au sein de l'organisation. Y a-t-il vraiment des conflits internes? Il a appelé le maître et lui a dit qu'il lui enverrait des informations sur un objet rare un peu plus tard. Il a aussi entendu dire qu'Onizuka lui avait volé 500 000. Ils vont le forcer, lui et son frère, à rembourser le double de cette somme. Il a dit que ça allait, qu'ils ne devaient pas gaspiller leur énergie. Et plus important encore, ils ont cassé tout son équipement de streaming. Il ferait mieux de lui en trouver des neufs pour demain. Kaba s'est incliné et a dit qu'il ferait ce qu'il demandait. Il pouvait aussi leur laisser le reste. Il a accepté et a dit qu'il comptait sur eux. Après ça, ils ont marché dans la forêt. Il a regardé Karen avec une pointe d'inquiétude, pensant qu'elle était un peu silencieuse. Il a détourné le regard, se disant qu'il ne pouvait rien y faire. La personne qu'il poursuivait s'est avérée être liée à une organisation criminelle. C'est une réaction courante. Il s'est souvenu que quand il était enfant, un des garçons s'était excusé et lui avait dit que sa mère lui avait interdit de jouer avec lui. Ça l'a rendu confus et il a demandé à voix haute pourquoi alors qu'ils n'avaient même pas fini leur partie. Ils sont rentrés chez eux et il a crié pour qu'ils ne partent pas. Il leur a demandé d'attendre accouru après eux en pensant que c'était toujours la même chose. Ceux qui étaient ses amis la veille le fuyaient le lendemain. Il a trébuché et tombé par terre et s'est mis à pleurer en se demandant ce qu'il avait fait de mal. Les gens savaient qu'il était le fils d'un yakuza et disaient à leurs enfants de ne pas traîner avec lui.
Il s'est remémoré son passé et s'est dit que c'était pour ça qu'il était si attaché à une vie ordinaire. Il ne communiquait pas avec les gens. Il s'est enfui dans le monde des jeux vidéo, puis il a plongé tête la première dans les donjons. Ses origines, c'est sa malédiction. Une vie vide à éviter les autres. Il s'est excusé et a demandé « Tu as eu peur tout à l'heure ». Elle aurait dû se rendre compte qu'il n'est pas la bonne personne pour elle. Cette fois, tout s'est bien terminé, mais la prochaine fois, ça pourrait ne pas être le cas, alors il vaut mieux qu'ils prennent des chemins séparés. Si elle reste avec lui, rien de bon n'en sortira. Il s'est dit qu'au fond, il sait qu'il n'aura pas une vie ordinaire, mais il veut quand même la trouver. Le protagoniste s'est réveillé et a dit qu'il était encore fatigué de la veille. Il a regardé son téléphone et a vu un message. Le message s'excusait du retard, mais ils avaient déjà réglé le problème avec Onizuka. Il lui demandait de jeter un œil. Rie a lu les commentaires pensifs et a dit que Haba avait pris l'affaire au sérieux. Il a écrit à Haba qu'il avait vu les infos et que c'était de l'excellent travail. Haba a répondu avec gratitude et a dit qu'ils avaient aussi préparé du nouvel équipement pour Yuli. Comment allait-il le livrer? Le protagoniste s'est souvenu de ce qu'il avait dit à Karen qu'elle devait rompre tout lien avec lui. Rien de bon ne l'attendait avec lui. Karen avait répondu par la négative en disant qu'il n'en était pas question. Ray l'a regardé et a demandé « Qu'est-ce que tu racontes? » Si elle reste près de lui, les problèmes ne manqueront pas. Karen l'a regardé et a demandé « Tu as déjà oublié. » Elle l'aimait. Elle en avait déjà eu l'intuition. Quand Onizuka a dit qu'il faisait partie du clan de son frère, elle n'a même pas sourcillé. Et elle n'a pas eu peur quand ils l'ont menacée avec un couteau. Honnêtement, elle n'a même pas été surprise. À ses yeux, il était juste devenu encore plus cool. Le protagoniste lui a dit qu'elle devait l'écouter. À ce moment-là, Karen a dit que c'était justement pour ça qu'il ne devait pas se renfermer sur lui-même. Elle l'a serré fort dans ses bras et lui a dit qu'elle savait qu'il était quelqu'un de très gentil. Elle était éperdument amoureuse de lui et comprenait qu'il puisse la prendre pour une idiote, mais elle lui a demandé de la laisser rester à ses côtés. Ray s'est dit qu'après tout, c'était vraiment une fille étrange. Tout le monde l'évitait et elle, au contraire, essayait de se rapprocher. Même maintenant, elle voulait toujours être près de lui. Mais et si tout ce qu'il avait voulu enfant et tout ce qu'il voulait encore maintenant, elle pouvait le lui donner? Le protagoniste a souri et a regardé son téléphone. Il a dit qu'après tout, elle était vraiment étrange. Ray a dit à Haba de le lui envoyer à lui. Haba lui a répondu qu'il ferait ce qu'il demandait. À l'école. Le protagoniste marchait dans le couloir. Et à ce moment-là, un de ses camarades s'est excusé et lui a demandé s'il le dérangeait. Il a dit qu'il partait tout de suite. Après ça, un autre élève s'est incliné devant lui et lui a souhaité une bonne journée. Le deuxième élève lui a libéré le passage en lui disant qu'il pouvait y aller. Ray a observé la scène et s'est dit que leur attitude à tous avait changé. L'aurait-il vu sur le stream? À cet instant, une étudiante a couru vers le protagoniste et lui a dit de lui. Elle aussi s'était fait harceler, mais grâce à lui, elle était enfin libre. Ray, surpris, lui a demandé. On l'avait harcelé. Il s'est dit que c'était donc vrai. Onizuka ne s'en était pas pris qu'à lui. Il harcelait toute l'école. Le héros lui a dit qu'il n'avait pas besoin de remerciements. Il n'avait rien fait. L'étudiante a voulu protester, mais Ray lui a dit qu'elle était maintenant libérée de la pression de ces gens stupides et qu'à partir de maintenant, elle pouvait vivre comme elle le voulait. L'étudiante a répondu que oui, très heureuse. Le protagoniste lui a dit au revoir et a commencé à partir. L'étudiante timidement mais sincèrement l'a remercié. Ray a quitté l'école en se disant qu'au final, il n'avait fait qu'attirer l'attention toute la journée. Mais qu'en était-il de sa vie simple? Alors le protagoniste a soupiré profondément quand une voiture de luxe s'est arrêtée à côté de lui. Une jeune fille est sortie de la voiture et lui a dit qu'elle l'attendait. Ray a été surpris et lui a demandé pourquoi elle l'attendait. La jeune fille a dit qu'elle venait de la part de son père. Il leur avait ordonné d'attirer l'attention exprès pour que les autres étudiants sachent où était leur place. Le protagoniste a été choqué, se traitant d'idiot. Quel genre d'acte insensé était-ce? À ce moment-là, il a entendu les étudiants chuchoter. L'un d'eux a demandé si par hasard elle ne serait pas sa maîtresse. Un autre étudiant a répondu que la voiture était aussi extrêmement chère. Après tout, il vivait dans un monde complètement différent. Ray était contrarié pensant que sa vie simple était terminée. Après ça, il a demandé « Et pour l'objet rare dont Haba a parlé ?» La jeune fille a dit avec un sourire qu'elle lui raconterait tout. Il valait plus que toutes ses voitures. Après que le protagoniste soit monté dans la voiture, elle a dit qu'il pouvait y aller. La jeune fille a hoché la tête. Ray a pensé qu'Haba était un idiot. Dans le sous-sol du bâtiment, Haba a demandé au protagoniste s'il était en colère. Ray a répondu que oui et il a attrapé Haba par ses vêtements et lui a dit qu'il voulait une vie simple et ordinaire. Ils avaient ruiné tout son plan. Haba a répondu qu'il comprenait et qu'il était vraiment désolé. C'est pourquoi il devait parler de ce sujet délicat. Le protagoniste qui fumait encore de rage lui a dit qu'il avait déjà compris. Haba a expliqué que le directeur général adjoint du département de gestion des donjons voulait le rencontrer. Ray a demandé surpris ce qu'Haba prétendait comprendre. Il le lui avait déjà dit. Le protagoniste a affirmé qu'il s'y opposait catégoriquement.
Abba lui a dit qu'il avait insisté pour le rencontrer, mais qu'après l'avoir vu tuer l'image de la mort d'un seul coup, il était sûr qu'il lui serait utile. De toute façon, il ne tarderait pas à arriver. Ray a expiré lourdement et a pensé que s'il le lui disait maintenant, c'est que ça devait être très important pour l'organisation. Après ça, le protagoniste lui a dit que s'il avait accepté, c'est ce que c'était très important. Abba a répondu affirmativement avec un sourire disant qu'il était sûr qu'il pourrait trouver un terrain d'entente et être utile l'un pour l'autre. Suite à cela, le directeur adjoint s'est approché de la porte et en l'ouvrant a dit « C'est donc vous, Ree. » Iman a ajouté qu'à voir son apparence, il avait du mal à croire que c'était un lycéen. Il s'est présenté comme le directeur adjoint du département de gestion des donjons et a dit que c'était un plaisir de le rencontrer. Il s'appelait Iman. Ray a pensé qu'il était le grand Manitou du département de gestion des donjons. Il l'a salué et lui a dit que c'était un grand honneur. Ils se sont serré la main et Iman a ri en commentant qu'il avait de très bonnes manières, mais qu'il n'était pas si important. Après ça, Iman a dit à son assistant de lui donner ça. L'assistant l'a remis au protagoniste. Ray s'est excusé disant qu'il n'avait pas encore de carte de visite. Iman a ri et lui a dit que ce n'était pas une carte de visite, mais un numéro au cas où il voudrait éviter une enquête de police. Le protagoniste a demandé surpris « Quoi ?» Iman a expliqué qu'en tant que fils du chef de l'organisation et compte tenu de sa position, il était une personne assez influente et qu'il pourrait très bien se retrouver dans une situation difficile. Il ne doutait pas qu'il pourrait éviter les problèmes par tous les moyens nécessaires. Mais il valait mieux qu'il le lui donne car son pays pouvait être sensible à ce genre d'incident. Quand la police viendra vous chercher, appelez ce numéro. Ray l'a regardé et a pensé qu'il était peu probable qu'on donne quelque chose comme ça à un lycéen en échange de rien. Le protagoniste lui a dit que s'il lui donnait quelque chose comme ça, cela signifiait qu'il voulait quelque chose de lui. Iman l'a regardé surpris puis a ricané. Il lui a dit que cette compétence valait beaucoup alors il devait faire attention avec. Vous apprenez vite. Après ça, Iman s'est tourné vers Abba et lui a dit de le sortir. Abba a hoché la tête et a dit à Ray de jeter un œil. Le protagoniste a regardé la pierre qu'il tenait dans ses mains et a demandé ce que c'était. Abba a répondu que c'était cet objet rare. Ray l'a regardé confus et a dit que c'était une pierre ordinaire. Iman, lui, a dit que ce n'était qu'en apparence. Vous savez que vous ne pouvez pas utiliser les compétences des donjons dans le monde réel, n'est-ce pas? Le protagoniste a hoché la tête et a dit qu'on ne peut pas voir les statistiques ni utiliser les objets. Par conséquent, ils ne peuvent pas utiliser la pierre ici, n'est-ce pas? Pour le faire, ils devraient d'abord se téléporter dans le donjon. Iman lui a dit que son raisonnement était correct, mais qu'il y avait une exception, et c'était cet objet. Après ça, Ray a regardé la pierre avec surprise. L'instant d'après, la pierre s'est élevée dans les airs et a commencé à émettre de la lumière. Le protagoniste s'est demandé ce que c'était. Peu après, un passage vers un autre monde est apparu à côté d'eux, créé par la pierre. Ray l'a regardé surpris et a demandé « C'est vraiment ça l'objet ?» Iman a répondu « Oui ». Ensuite, une fenêtre d'information est apparue, montée de niveau. Ray dit que c'est en niveau 19 999. Le protagoniste a regardé ça heureux et a pensé « Est-ce que c'est bien ce que je crois ?» Ejima a expliqué que cet objet crée un espace de donjon autour de lui, ce qui te permet d'utiliser tes stats compétences et objets en dehors du donjon. Est-ce que ça lui plaît? Ray a répondu « Oui ». Ejima s'est dit ravi de l'entendre. Le protagoniste s'est dit qu'avant ses compétences ne fonctionnaient que dans les donjons. Il avait acquis des compétences supplémentaires et maintenant la téléportation était disponible. Ray a pensé « Maintenant avec ça ». Après ça, il a dit que ça l'intéressait. Ses mains tremblaient et il se demandait quelle sorte de pouvoir cela pouvait bien être dans ce monde. Le protagoniste se demandait si cet objet allait vraiment lui permettre d'utiliser ses pouvoirs. Ray a eu un large sourire et a dit que c'était intéressant. Ejima a annoncé qu'ils allaient maintenant lui montrer un autre objet. C'est alors qu'un grand livre est apparu au-dessus d'eux. Ejima a expliqué que c'était un livre de dressage de niveau 1 qui lui permettrait d'acquérir de nouvelles compétences et de dresser des monstres. Le protagoniste a demandé surpris « Quoi ?» Il pensait qu'il venait à peine d'acquérir des compétences supplémentaires et voilà qu'il pouvait aussi en obtenir avec des objets. Ça allait lui permettre de dresser des monstres. C'était une mécanique courante dans les jeux, mais il n'avait jamais entendu parler d'explorer des donjons pour y combattre des monstres. Ejima a ajouté qu'il y avait plus. La plume de Phénix te permet de ressusciter après avoir subi des dégâts mortels dans un donjon. Les objets de résurrection sont rares et il est certain que ça lui sera utile. Ray s'est dit que c'était une sorte de cheat. Ejima a dit qu'ils avaient préparé d'autres objets puissants pour lui et qu'il pouvait choisir celui qui lui plaisait le plus. Le protagoniste a réfléchi un instant puis a répondu qu'il avait déjà décidé. Il prendrait le livre de dressage. Ejima, surpris, lui a demandé s'il en était sûr. En vérité, ils n'avaient pas encore maîtrisé la compétence de dressage. Ray a répondu qu'il n'y voyait pas d'inconvénient. Les compétences jusqu'alors inconnues procurent une véritable excitation aux joueurs. Ejima a souri et a dit qu'il lui avait proposé des objets manifestement puissants, mais qu'il en avait choisi un dont il ne maîtrisait pas encore la compétence.
C'était vraiment un lycéen inhabituel. Alors allait-il leur dire son niveau? Abba a dit qu'il avait toujours su qu'il était fort, mais qu'il ne lui avait jamais posé la question. L'expression du protagoniste a changé et il a dit qu'il allait leur dire, mais que s'il en parlait à qui que ce soit, il les tuerait. Abba a grimacé et a répondu par l'affirmative. Ray a dit « Voici mes stats ». Après ça, Ejima et Haba étaient sous le choc. Ejima a demandé ce que c'était que ça. Haba a dit que ça ne pouvait pas être 99 999. Comment était-ce possible? Le protagoniste s'est bouché les oreilles en se disant qu'ils étaient vraiment bruyants. L'un d'eux a dit que c'était incroyable. Il n'avait jamais rien vu de tel. Ray a demandé à Ejima s'il pouvait lui poser une question. C'était à propos de l'épée de l'Apocalypse. Avait-il déjà entendu parler d'une telle arme? Elle apparaissait dans son menu de fabrication, mais il ne trouvait aucune autre information à son sujet nulle part. Il a donc posé la question sur l'épée de l'Apocalypse. Ray a expliqué qu'il comptait la fabriquer. Il avait rassemblé presque tous les matériaux, mais il lui en manquait toujours un. Des yeux de dragon de sang, un bâton de mage de la mort des écailles, de dragon vert divin et une gemme de slime d'orichalque. Il pouvait détenir des informations inconnues du commun des mortels, alors il voulait lui poser la question. Il avait réuni tous les autres matériaux, mais il y en avait un dont il ignorait encore tout. Ejima a répondu qu'il comprenait et qu'il voulait l'aider, mais qu'il n'avait jamais entendu parler d'une telle chose et qu'il ne connaissait même pas le nom de l'arme. Après ça, il s'est excusé auprès du protagoniste. Ray était agacé et a dit qu'il n'avait pas besoin de s'excuser. Il s'est dit que même lui ne le savait pas. Ejima a dit qu'il avait récemment reçu un rapport intéressant. Parfois, dans les donjons, de nouveaux objets naissent. En réalité, ce ne sont pas des objets au début, mais ils naissent des pensées des gens. C'est extrêmement rare, mais quand de telles choses apparaissent, elles deviennent des trésors. Le protagoniste a demandé surpris « Quoi ?» Ejima a ajouté que même eux ne savaient pas tout sur les donjons. Mais si quelque chose de nouveau apparaît, ils devraient faire tout leur possible pour en savoir plus. N'est-ce pas? Ray s'est dit que c'était un objet unique. À ce moment-là, on a frappé à la porte et l'assistant s'est excusé en disant qu'il avait une autre réunion de prévue. Ejima a dit que c'était vrai. Était-il déjà si tard? Puis il a dit au protagoniste que puisqu'il lui avait confié des objets rares, il avait une faveur à lui demander. Quelque temps plus tard, Ray se promenait dans la ville la nuit. Il se disait que ces objets rares venaient d'Ejima et il espérait que ça ne lui causerait pas de graves ennuis. À ce moment-là, Karen était en train de suivre le protagoniste. Ray a remarqué sa présence et lui a demandé « Sérieusement, tu m'as suivi pendant tout ce temps? » Karen a sursauté de surprise et a dit maladroitement que c'était une rencontre très inattendue. Elle avait simplement décidé de faire une promenade le soir. Après ça, le protagoniste a dit que ça n'avait pas d'importance. C'était son nouvel équipement. Il lui a tendu un paquet et a dit que s'il y avait un problème avec la facture, elle pourrait le lui dire plus tard. Karen a serré le paquet contre elle et l'a remercié. Elle fredonnait joyeusement et timidement que c'était un paquet de Ray avec son odeur. Le protagoniste lui a demandé pourquoi elle fredonnait ça. Est-ce qu'elle avait toute sa tête? Après ça, Karen lui a dit qu'il devait l'écouter. Ray lui a demandé ce qu'elle avait dit. Avait-il vraiment encore des ennuis? Le protagoniste n'a pas répondu. Karen a dit qu'il n'avait pas besoin de le lui cacher. Elle avait parlé avec Haba à l'organisation. Après ça, Ray a dit qu'il y avait effectivement des problèmes là-bas, mais qu'il ne faisait pas partie de l'organisation, donc il n'allait pas s'en mêler. Il n'a pas eu le temps de finir car Karen lui a attrapé la main et a dit qu'il devrait alors passer par elle. Ne serait-ce pas génial de filmer le côté obscur de la vie? Le protagoniste a voulu s'opposer, mais elle a affirmé que tout était déjà décidé. Ray s'est couvert le visage de la main, se demandant si elle l'avait seulement écouté. Pendant ce temps, Karen marchait et chantonnait joyeusement que c'était le côté obscur, qu'elle allait filmer le côté obscur. À ce moment-là, le protagoniste s'est souvenu de ses paroles, qu'elle était éperdument amoureuse de lui, et qu'elle comprenait qu'il la prenait pour une idiote, mais elle lui a demandé de la laisser rester près de lui. Ray s'est demandé si ses propres origines n'auraient pas dû l'effrayer elle aussi. Elle continuait de s'accrocher à lui comme avant. Le protagoniste l'a traité de fille bizarre. Il a senti qu'une sorte de sentiment commençait à naître dans son cœur. Mais qu'est-ce que c'était? À tout le moins, il était clair qu'il ne pourrait pas lui échapper. Après ça, Ray lui a demandé de le lâcher. Elle a dit non. À ce moment, les informations sont apparues à l'écran. Flash Info. Des individus suspects étaient apparus à Kasamika Seka, Tokyo, et il était demandé à la population de signaler toute personne ayant le regard vide. Le lendemain à l'école, le protagoniste a salué un camarade à l'entrée et lui a souhaité une bonne journée. Le camarade lui a rendu son salut. Puis Ray a senti quelqu'un l'appeler. C'était Ima. Le protagoniste s'est demandé « C'est Ima ». Puis il a pensé « Il m'appelle à une heure pareille ». Les gens autour de lui parlaient avec animation et il s'est dit qu'il ne pouvait pas lui répondre avec tout ce monde. À cet instant, une alerte a retenti de toutes parts. Ceci n'est pas un exercice. Il y a un risque d'attaque dans cette zone. Tout le monde doit évacuer immédiatement vers un lieu sûr. Puis le message a été répété. Tout le monde doit évacuer immédiatement vers un lieu sûr. Alors quelqu'un dans la foule a demandé
Quel genre d'attaque? C'est une sirène. N'est-ce que pas le genre d'alarme qu'ils n'utilisent qu'en cas d'urgence nationale? On ferait mieux de courir. Après ça, le protagoniste a couru derrière tout le monde en se disant « Est-ce que ça arrive vraiment? » L'agent de sécurité de l'école a crié que les enfants devaient courir vite vers l'école. Ray a appelé Ima. Ima, lui, a dit qu'il était content de l'avoir joint. Le protagoniste lui a demandé ce qui se passait. Ima a dit qu'il allait tout lui expliquer maintenant. La situation était désespérée. Il allait être bref et aller droit au but. Ils avaient été attaqués. C'était l'agence d'investigation des donjons. Tu te souviens de ce dont je t'ai parlé? C'est vrai, a répondu Ray par l'affirmative, ajoutant qu'il lui avait parlé de ce gang. Le protagoniste s'est souvenu de ce que Ima lui avait raconté sur le gang qu'il avait attaqué et que très probablement l'agence d'investigation des donjons tirait les ficelles en coulisses. Ray a demandé « Qui ça? » Il a répondu que la collecte d'informations sur les monstres, la cartographie des donjons du Japon et les communications au sein du monde obscur. Tout était géré par une organisation appelée l'Agence d'investigation des donjons. Le protagoniste a demandé si cette agence avait orchestré tout cet incident. Ima a répondu par l'affirmative en disant qu'il ne pouvait pas encore en être sûr. Ray a demandé « Mais ce gang n'était pas dirigé par le frère d'Onizuka ?» Ima a répondu que non et a dit que son intervention seule n'aurait pas suffi. C'est pourquoi nous avons été surpris que tu sois protégé par quelqu'un du gouvernement. D'après ce qu'il avait réussi à découvrir, il semblait y avoir une agence d'investigation des donjons ici. Ima a dit que la probabilité était très élevée. Quand ils ont eu affaire au gang pour la première fois, ils ont pu trouver des substances sur eux. Le protagoniste a demandé surpris « Des substances et des stimulants aussi ?» Ima a répondu qu'ils ne le savaient pas encore, mais qu'ils étaient presque certains que la source des substances était l'agence d'investigation clandestine. Le plus probable, c'est qu'ils utilisaient une de ces gangs comme cobaye. Ray n'a pas répondu. Alors Ima lui a dit qu'en gros, c'était un énorme problème et qu'il pensait qu'il pourrait être celui qui le résoudrait. Le protagoniste caché derrière une voiture lui a demandé s'il pensait vraiment qu'il attaquerait comme ça de front. Ima s'est préparé à la hâte et lui a dit que plusieurs de ses employés avaient été attaqués par des gens de l'agence d'investigation des donjons. Ils n'avaient pas pu les contacter depuis la veille. Ray demanda surpris « Quoi? » Ima a répondu qu'ils avaient enfreint la loi qu'ils les avaient attaqués. L'agence d'investigation clandestine tramait clairement quelque chose de louche et leur cachait peut-être quelque chose dans les donjons. Le protagoniste a demandé « Dans les donjons, alors c'est ça. » À ce moment, Ray a vu du coin de l'œil un policier soulever une lycéenne par le col. Le protagoniste s'est demandé si c'était vraiment des policiers. La fille se débattait et criait à l'aide. À cet instant, le policier aux yeux blancs s'est tourné vers Ray et a annoncé que le protagoniste avait été repéré. Ray a alors vu plusieurs autres policiers aux yeux blancs et s'est demandé d'où sortent ces monstres. Le protagoniste s'est demandé qu'est-ce qui se passe, d'où est-ce qu'ils sortent ces monstres. À ce moment, il a de nouveau remarqué que la fille était presque complètement épuisée. Il a juré tout bas et a couru pour la sauver. Cependant, à cet instant, Ray a été la cible de tirs de revolver. Le protagoniste les a esquivés avec agilité et a dit qu'il avait besoin de dormir un peu. Puis il lui a mis un violent coup de poing au visage. Juste après, Ray a sorti un pistolet et l'a pointé sur le policier. Il lui a ordonné de la lâcher. L'instant d'après, le protagoniste lui a tiré dans le bras. Après ça, Ray a crié à la fille de courir vite vers l'école. Elle en larmes a répondu que oui et l'a remercié. Après qu'elle se soit enfuie, Ray a rechargé son revolver et a dit qu'il espérait qu'ils étaient prêts. Il avait décidé de les tuer, alors ils avaient intérêt à se préparer à mourir. Le policier a essayé de dire quelque chose, mais Ray, avec un regard sauvage, a lancé « Vous croyez vraiment qu'un corps de police peut rivaliser avec moi? » À ce moment-là, des bandits à moto sont apparus derrière les policiers. Eux aussi avaient les yeux blancs. Ray s'est demandé « Des bandits. Est-ce que l'organisation Kamisuyama ou quelqu'un d'autre? » Il leur a demandé « Vous avez décidé de m'attaquer tous en même temps. L'agence d'investigation des donjons est-elle à ce point désespérée de se débarrasser de moi? » Et à cet instant, Ray a examiné attentivement les bandits et la police. Les bandits avec un sourire dément ont dit qu'ils avaient trouvé Ray. Puis ils ont ri comme des fous et ont dit qu'ils devaient le tuer. Ray a pointé son pistolet sur eux et a pensé « Ils sont trop nombreux des policiers armés et des bandits. Si j'étais dans le donjon, je pourrais m'en occuper. Serait-il possible de vaincre autant d'ennemis tout seul? Qu'est-ce que je devrais faire? » À ce moment-là, tous les élèves sont montés sur leur vélo et ont foncé en masse droite sur les zombies en hurlant. À cet instant, une lycéenne a crié aux autres qu'ils devaient leur montrer la force de leur école. L'instant d'après, Ray a demandé « Quoi? » La lycéenne a appelé Ray avec joie. Il lui a demandé pourquoi elle était revenue. Le lycéen a répondu qu'ils étaient venus l'aider, qu'ils devaient les laisser faire. Ils assureraient de ses arrières. Ray leur a crié qu'ils étaient des idiots, qu'ils devaient fuir. À qui pensaient-ils avoir affaire? Cet ennemi est bien trop fort pour eux. Les jeunes ont répondu qu'ils le savaient, mais qu'ils ne pouvaient plus rester là à regarder. Ils devaient les laisser se battre. Peu leur importait d'être blessés.
C'était lui qui avait encaissé tous les coups jusqu'à présent. Ils ne pouvaient pas le laisser se battre seul pour eux, alors ils devaient les laisser combattre. Cette fois, c'était eux qui allaient le protéger. Rai a été touché par leurs paroles. Il s'est souvenu que quand il était enfant, on lui disait qu'il avait l'air de faire partie d'une famille de yakuzas. Quelle horreur! Qu'il fallait s'éloigner de lui. Après ça, Rai a baissé la tête et a dit que c'était des idiots, qu'ils ne devaient pas se faire tuer. Suite à cela, les lycéens ont commencé à se battre contre la police et les voyous aux yeux blancs. À ce moment-là, une élève s'est mise sur le côté un téléphone à la main et a dit que Rai les avait tous libérés du harcèlement. Ses exploits allaient être diffusés dans tout le pays. La police ne les aiderait pas, mais lui, il était là. Dans la diffusion en direct, tout le monde soutenait les lycéens et Ri. Ri pensa. Ces monstres, ils récupèrent presque instantanément. Est-ce l'effet de cette substance, mais ils n'ont aucune chance de gagner. Et ensuite, Ri a crié au terminal qu'il allait faire diversion et qu'il devait être attaqué dès qu'ils en auraient l'occasion. Les jeunes ont répondu que oui. Ri a dit qu'il y avait 5 policiers à droite et 4 bandits à gauche. Rai se tenait entre eux et pensa qu'il devait l'attaquer. À cet instant, Rai a sauté en l'air et s'est dit que c'était excellent. Il a crié à ses amis d'agir maintenant. À ce moment-là, plusieurs élèves ont attaqué les policiers et les bandits. Un des plus grands a dit que c'étaient des monstres, qu'ils n'auraient pas dû sous-estimer le lycée Guatsu, qu'ils méritaient une bonne raclée pour ça. Quand Rai s'est approché d'eux, il a demandé « On a gagné ». Le garçon a répondu affirmativement et a dit que c'était plus que probable. À ce moment, Rai a dit « C'est vrai, on a gagné ». Et instantanément, tout le monde a commencé à célébrer la victoire. C'était vraiment génial. Il a mis KO ces idiots d'un seul coup. Il est trop fort. C'était une stratégie incroyable. À cet instant, Rai a détourné le regard. Un camarade lui a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Il avait une expression très sérieuse sur le visage. Rai leur a dit qu'ils devaient courir à l'école tout de suite. Cette fois, il ne pourrait pas les protéger. Un camarade lui a demandé de quoi il parlait. À ce moment-là, Rai a vu d'autres policiers aux yeux blancs s'approcher de lui en disant qu'ils l'avaient trouvé. Rai a dit que ce n'était plus un jeu. Il devait fuir immédiatement. Les jeunes ont protesté et lui ont demandé s'il allait se battre seul. Rai a répondu que oui en ajoutant qu'il l'avait beaucoup aidé, mais que l'ennemi n'en avait qu'après lui. Les terminales se sont indignés. Ils lui ont dit de les laisser aider ne serait-ce qu'un peu. Rai s'est tourné vers eux et a répondu non. Il a dit qu'ils allaient mourir. À cet instant, une voiture s'est approchée d'eux. Rai pensa « Une voiture sérieusement ». À ce moment, la voiture s'est arrêtée près de Rai. Abba a baissé la vitre et a dit que les héros arrivent toujours en retard. Puis il s'est excusé auprès de Rai de l'avoir fait attendre. Rai lui a dit avec un sourire qu'il était en retard. Abba a dit qu'il ne voulait pas que son identité soit révélée et qu'il ne pouvait donc pas l'aider personnellement, mais qu'il était là pour lui donner l'occasion de déployer ses ailes. À ce moment-là, il a sorti de sa poche cette fameuse pierre. Rai l'a regardé et a dit « C'est bien elle ». Abba la lui a tendue en lui disant qu'avec ça, il pourrait vaincre 10 000 policiers à lui tout seul. Il devait leur montrer de quel bois il se chauffait. Rai a eu un petit rire et a dit que c'était parfait. Rai a pris la pierre et a commencé à l'utiliser. Après ça, le protagoniste s'est excusé auprès des monstres pour l'attente et a annoncé que le deuxième round allait commencer. Puis il a commencé à les attaquer avec sa magie en criant « Prenez ça !» Ensuite, il les a traités d'idiots et leur a asséné un coup puissant. Ses camarades sont restés là complètement abasourdis, mais Abba, assis dans la voiture, observait simplement la scène avec calme. Pendant le live des étudiants, les gens dans les commentaires écrivaient qu'ils étaient sous le choc. D'où venait toute cette puissance? C'était quoi ça? L'étudiant a demandé « C'était quoi ça? » Les camarades du protagoniste étaient aussi sous le choc se disant « Comment un truc pareil est possible? » Ils n'avaient vu des choses comme ça que dans les mangas. Après un moment, Rai a vu que certains étaient encore debout et a demandé « Il en reste d'autres. » Apparemment, on leur avait administré une substance étrange. À ce moment-là, un des policiers a tiré plusieurs fois avec un revolver et les balles ont filé droit sur les camarades du protagoniste. Rai, d'un geste vif et brusque, les a bloqués avec une barrière. Les camarades étaient surpris et un peu confus. Ils ont demandé « Les balles ont disparu ». On aurait dit que le protagoniste les avait bloqués d'une manière ou d'une autre. Rai a dit aux zombies que leur ennemi c'était lui, qu'il ne devait pas mêler les autres à ça. Il était temps pour lui d'en finir. Ensuite, il leur a asséné un coup surpuissant. Il a utilisé une magie de terre de haut niveau, un tremblement de terre massif. Le coup dévastateur a vaincu tous les zombies. Le protagoniste a déclaré que le nettoyage était terminé et que pour l'instant, ils étaient en sécurité. Un de ses camarades a dit que c'était vraiment génial, que c'était incroyable. Comment avait-il fait ça? Quelle onde de choc! Clairement, ce n'était pas l'attaque d'une personne normale. Rai s'est dit qu'il ne pouvait pas leur avouer qu'il avait utilisé des stats de donjon. À ce moment-là, Abba s'est penché par la fenêtre et a dit au protagoniste qu'Ejima les appelait. Rai s'est excusé auprès de ses camarades en disant qu'il devait partir pensant qu'il n'y aurait aucun problème sans lui. Un de ses amis lui a demandé s'il s'en allait déjà.
Au fait, c'était qui ce type avec le masque de lapin? Le protagoniste s'est retourné et avec un sourire subtil a répondu qu'il y avait beaucoup de gens dans le monde et qu'il valait mieux qu'ils s'occupent de leurs propres affaires. Sur ce, un de ses camarades a acquiescé en disant « Si c'est ce qu'il dit », puis Ray est monté dans la voiture et leur a dit au revoir. Il leur a dit de ne plus jamais se mêler d'une histoire pareille la prochaine fois. Compris? À cet instant, les camarades ont échangé un regard puis se sont mis au garde à vous. Le protagoniste leur a demandé « Mais qu'est-ce que vous fabriquez? » Vous vous prenez pour des militaires. Le camarade a répondu que non pas du tout, mais que dernièrement le boucher silencieux était devenu un sujet très populaire sur Internet. Tu lui ressembles beaucoup. Ray, surpris, a demandé « Quoi? » Le camarade a répondu que c'est pour ça qu'ils avaient décidé de lui faire leurs adieux à la manière des Yakuza. Le camarade lui a dit « Tu es notre leader, ce qui veut dire que tu es notre boss. » Le protagoniste a demandé pensif « Le boss. » Le plus âgé lui a souhaité bonne chance en disant qu'il ne comprenait pas ce qui se passait, mais qu'ils attendraient en son retour. Ray les a regardés avec tendresse et a acquiescé. Il a dit qu'il reviendrait. Après ça, Abba a démarré. Le protagoniste lui a demandé où ils allaient maintenant. Abba a répondu qu'il se rendait à Kasumi-Gosei. Ray a redemandé. Abba a confirmé expliquant que d'après Ima, il y avait là-bas un donjon du gouvernement. Le protagoniste a demandé « Un donjon du gouvernement, je n'y suis jamais allé. » Abba a dit qu'on pouvait y trouver des objets secrets et que les monstres étaient si dangereux que ces donjons étaient scellés et classés top secret. Ray a dit qu'il n'arrivait pas à y croire, qu'elles existaient vraiment. Abba a ajouté que ces donjons étaient vraiment dangereux et qu'il valait mieux les sceller. Il était donc tout à fait d'accord et soutenait Ima. Le protagoniste a hoché la tête disant que s'il ne le faisait pas, les problèmes ne s'arrêteraient jamais. Alors Ray s'est souvenu de Karen et a dit à Abba qu'il devait se rendre d'urgence chez elle. Elle ne le quittait jamais. Il pourrait s'en prendre à elle. Abba a répondu qu'il comprenait et a fait un brusque virage dans l'autre direction. Pendant ce temps, Karen était chez elle aux prises avec des policiers zombies. Karen leur a demandé « Qui êtes-vous? » « Éloignez-vous. Je vais appeler la police. » À cet instant, le protagoniste est arrivé et a frappé le policier. Il lui a demandé si elle allait bien. Karen a crié son nom en pleurant et l'a serré très fort dans ses bras. Elle a dit qu'elle avait eu très peur. Ray l'a prise dans ses bras et lui a dit que tout allait bien maintenant. C'est là qu'il a remarqué que quelqu'un la visite avec une arme et lui a crié de faire attention. Le protagoniste a pensé que c'était une mitraillette. Karen a confirmé. Ray l'a interrompu et a dit qu'il parlerait plus tard, qu'il devait rejoindre la voiture. Karen a acquiescé. Une fois dans la voiture, le protagoniste a dit à Abba de conduire aussi vite que possible. Dans la voiture, Karen lui a demandé s'il avait été attaqué par la police et des bandits. Ray a répondu que oui et a ajouté qu'il semblait qu'il voulait se débarrasser de lui. Karen a dit qu'elle ne savait même pas que la situation était si grave. À ce moment-là, Abba a annoncé qu'ils étaient arrivés au bâtiment de la Diète nationale. Ejima les a vus et a dit qu'ils étaient arrivés sains et saufs. Abba a dit que le protagoniste avait maintenant une chance. Ray a immédiatement demandé où se trouvait le donjon national. Ima a dit que c'était juste sous leur nez. À ce moment-là, il a sorti une pierre et avec elle, une immense porte est apparue. Karen et le protagoniste étaient très surpris. Abba a dit calmement que c'était le donjon national. À cet instant, Ray a ressenti une douleur et a crié. Karen, effrayée, lui a demandé ce qu'il faisait. Abba lui a demandé si ça allait. Le protagoniste s'est demandé ce qui s'était passé. C'était comme s'il avait entrevu quelque chose un bref instant. Ima lui a demandé s'il allait bien. Ray a répondu que tout allait bien, qu'il devait continuer. Ima a raconté que d'après ses informations, quelque chose d'étrange s'était produit à l'intérieur du donjon avant que les policiers ne deviennent fous. C'est-à-dire que le donjon s'était soudainement mis à émettre un étrange miasme et immédiatement après les bandits étaient également devenus fous. Abba a demandé « Quoi ?» En d'autres termes, c'est le miasme du donjon qui avait tout déclenché. Ima a répondu que c'était probablement ce qui s'était passé, mais que d'habitude, quand une telle chose se produisait, il se contentait de fermer les portes. Mais cette fois, quelque chose avait mal tourné. Le protagoniste pensa qu'il avait compris. Il avait été invoqué ici pour résoudre le problème lié au donjon du gouvernement. Il pensait qu'il était le seul à pouvoir le résoudre, car il avait récemment révélé à Ima être au niveau maximum. Ima l'a supplié de les sauver de ce désastre. Ray a accepté, mais a dit qu'il avait des conditions. On lui a demandé quelles étaient ces conditions. Le protagoniste a répondu qu'il n'entrerait pas seul dans le donjon. Karen irait avec lui. Ejima s'est mis à rire puis a accepté en disant qu'il l'y autorisait. Ray s'est dit que c'était génial. Sauver le monde, c'était un rôle pour un champion de la justice. Après tout, il était né fils du chef d'une organisation criminelle. Il se serait contenté de vivre la vie d'un lycéen ordinaire. Mais quand il a vu ses camarades de classe qui avaient accouru pour l'aider malgré le danger et Karen, qui comprenait parfaitement qui il était et ne l'avait pourtant pas abandonné, il avait maintenant une raison de se battre. Il allait devoir tout donner. Après cela, il a dit avec un sourire qu'il devait s'aventurer en terres inconnues. En franchissant les portes, ils ont vu de nombreux blocs flotter dans les airs.
Karine a demandé « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Abba a demandé « C'est ça un donjon ?» Le protagoniste a dit « Les blocs bougent tout seuls. On doit avancer en marchant dessus. » Abba a dit qu'il n'avait jamais rien vu de pareil. Karine a regardé en bas et a dit que la distance de saut était assez grande, mais qu'y avait-il en dessous? À cet instant, elle a baissé les yeux et a vu que le sol était invisible. Alors elle a crié de peur. Ray s'est dit qu'il avait de la téléportation. Ejima a dit que comme il pouvait le constater, l'intérieur était déjà très différent des donjons ordinaires. L'apparence de ce donjon était suffisante pour le déclarer dangereux et le sceller. Le protagoniste a pensé que la structure elle-même était différente des donjons habituels. Donc naturellement, le butin ici serait unique. Il a demandé si lorsqu'ils avaient ouvert ce donjon pour la première fois, ses employés avaient pu reconnaître son nom, le donjon de Rendas. N'est-ce pas? Ima a hoché la tête. Après avoir entendu ce nom, Ray s'est de nouveau senti mal. Il a grimacé de douleur en pensant « ça recommence ». Pourquoi c'était la première fois qu'il venait ici? Ce nom lui disait-il vraiment quelque chose? Abba s'est approché de lui et a dit « Ça va, tu devrais voir un médecin ». Le protagoniste a répondu que tout allait bien, qu'il n'avait pas à s'en faire pour ça. Le donjon de Rendia. Comment pouvait-il bien connaître son nom? Ejima a expliqué que son personnel avait trouvé une tablette de pierre avec une inscription, mais qu'ils avaient finalement perdu le contact avec eux. Ray s'est demandé ce qui les attendait à l'intérieur de ce donjon et pourquoi son corps réagissait si étrangement. Après ça, il s'est redressé et a dit qu'il devait y aller, qu'il essaierait de tous les protéger, mais qu'il devait rester prudent. Il ne savait pas ce qui les attendait. Tous les autres ont approuvé en même temps. Peu après, ils combattaient tous ensemble un monstre dans le donjon. Pendant le combat, le protagoniste a appelé Karine. Karine a répondu qu'elle ne s'enfuirait pas. Elle a ensuite utilisé la magie de glace. Elle a crié à Abba que c'était à lui de jouer. Abba a répondu qu'il avait compris puis a frappé le loup. Ensuite, Abba a appelé Ray. Le protagoniste a alors porté le coup de grâce en disant qu'il devait mourir. Abba a demandé « On a gagné ». Ray a répondu que oui et a ajouté que c'était un monstre qu'il n'avait jamais rencontré dans d'autres donjons. À ce moment-là, quelque chose a coulé sur Karine et elle a demandé si c'était de la pluie. Après ça, elle a levé les yeux et a dit qu'elle avait la tête qui tournait. Le protagoniste a pensé que c'était une sorte de malus. Était-ce vraiment possible? Puis il a levé les yeux et a vu une sorcière. Il a demandé « Cette fois, c'est une sorcière ». Après que la sorcière a commencé à l'attaquer, il s'est enfui en pensant « Oh merde ». Le malus le ralentissait. Ray a couru aussi vite qu'il le pouvait. À ce moment, Abba et Ejima ont appelé le protagoniste. À cet instant, elle a éclaté de rire. Abba l'a maudite. La sorcière l'a regardé et a commencé à l'attaquer, mais à ce moment-là, Ray s'est interposé et l'a frappé. Une compétence supplémentaire s'est activée. Le protagoniste a dit qu'elle était piégée et que les attaques magiques s'étaient renvoyées. Karine a couru vers lui et a dit que c'était une attaque puissante. Abba lui a demandé si ça allait. Ejima a dit que s'il avait été à sa place, il serait mort depuis longtemps. Ray a dit qu'ils étaient de niveau 30 et 40, qu'ils ne pouvaient pas baisser leur garde. Ils étaient presque face au boss. Ejima lui a dit de faire attention. Karine lui a répondu de ne pas s'inquiéter qu'elle était de niveau 150. Elle protégerait tout le monde. Le protagoniste a souri et a dit qu'il avait une équipe très fiable. Après cela, ils se sont retrouvés devant une autre porte immense. Ray a pensé « Qu'est-ce qui se passe? » C'est la première fois que je vois cette porte, mais pourquoi ai-je cette impression de déjà-vu? En ouvrant la porte, ils ont vu une silhouette sombre plus loin. Fejia a ri et a dit qu'ils étaient enfin arrivés. Le deuxième dieu démon, Fegnia Hugeno. Le protagoniste l'a regardé surpris et a demandé « C'est quoi ça? » C'est vraiment dégoûtant. Fejia a ri et a dit « Pourquoi tu me traites comme ça, tu me vexes? On est de camarades, non? » Après quoi, il l'a appelé Renius. Ray, surpris, a demandé « Quoi, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? De quoi tu parles? » Cependant, le protagoniste n'a pas eu le temps de finir sa phrase car il a de nouveau ressenti une douleur et s'est effondré. Abba lui a demandé si quelque chose lui faisait encore mal. Ray s'est demandé ce qu'étaient ses souvenirs. Ce n'étaient pas les siens si, puis le protagoniste a crié « Qu'est-ce que tout ça signifie? » Karine lui a dit qu'il devait se calmer. Abba a demandé à Fegnia ce qu'il lui avait fait. Fegnia a continué de rire et a dit que c'était ainsi que les choses devaient se passer, qu'il devait se souvenir. N'avait-il pas remarqué lui-même que quelque chose clochait, peu importait le temps qu'il passait dans le donjon? Il continuait de monter de niveau à une vitesse normale. Et malgré tout ce temps passé dans les donjons, ne récupérait-il pas bien trop vite des raclées constantes? Ray a levé la tête et lui a demandé ce qu'il voulait dire. Fegnia est apparu rapidement et brusquement à côté du protagoniste. Il lui a relevé la tête et a dit que la réponse était simple. Il était une personne inhabituelle. Il est le 4e dieu démon Rendia Zoroaga. Il est un grand dieu démon comme lui. Il doit détruire ce monde comme on le lui a ordonné. À ce moment-là, Ray semblait être hors de lui. Karen a tenté d'attaquer Fegnia à ce moment-là et lui a crié de ne pas dire de telles choses. Le protagoniste est Ray, peu importe ce qu'il dit. Abba a dit
Le protagoniste est le fils du chef Kamiyama et il n'a aucun lien avec vous. Fenya a ri et a dit « Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais quelle est la vérité ?» Karen lui a demandé ce qu'il voulait dire. Fenya s'est adressé à Ray et l'a appelé Rendius. Il lui a demandé « Tu as dû la voir, n'est-ce pas, l'épée qui détruira ce monde? L'épée de l'Apocalypse. » Suite à cela, Fenya a utilisé de la magie. Karen a demandé ce que c'était. La magie que Fenya a utilisée a progressivement et complètement recouvert les yeux du protagoniste. Une voix est apparue dans la tête de Ray lui disant « Tu dois tuer, tu dois détruire le monde. Nous sommes nés pour détruire ce monde. » Le protagoniste s'est pris la tête entre les mains et a crié. Karen lui a demandé ce qui n'allait pas. Des larmes coulaient des yeux de Ray et il pensait que la sphère remplissait son corps d'émotions négatives. Tant de colère, de tristesse, de ressentiment. Il s'est souvenu des paroles d'Ejima sur le fait que parfois dans les donjons naissent des objets qui n'existaient pas auparavant. Ils naissent des pensées des gens et ces choses peuvent devenir des trésors potentiels. Le protagoniste s'est demandé si le matériau final pour achever l'épée de l'Apocalypse était vraiment le ressentiment. C'est alors que quelque chose a commencé à arriver à Ray. Ses yeux sont devenus noirs et les larmes ne cessaient de couler. Quelque chose a soulevé le protagoniste dans les airs et une lumière noire a brillé autour de lui. Karen et Haba ont essayé de l'appeler. Ray leur a crié de fuir, que lui, il n'en pouvait plus. Voyant tout cela, Fenya a dit que le moment était enfin venu. À cet instant, le protagoniste s'est transformé en une sorte de monstre avec plusieurs serpents. Fenya a dit qu'il pourrait ainsi achever l'épée de l'Apocalypse. Il était le dieu démon Rena. Haba le regardait en état de choc. Karen n'a rien dit, couvrant sa bouche avec sa main. Fenya a dit que ce monde rendait son dernier soupir. Karen a pensé qu'elle n'oublierait jamais ce jour. Haba a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Karen a posé la même question. Elle n'en croit pas ses yeux. Que regarde-t-elle? Ray sous sa forme de monstre a dit qu'il devait détruire les humains. Haba s'est tourné vers Fenya et lui a demandé ce qu'il avait fait au protagoniste. Fenya a répondu avec un sourire qu'ils avaient tout entendu eux-mêmes. Il avait simplement ramené le quatrième dieu démon Renius à sa véritable forme. Haba lui a demandé « Quoi ?» Fenya a dit que depuis le début, il détestait les humains plus que quiconque. Il détestait les humains qui étaient toujours prêts à sacrifier les autres pour leur propre bien-être. Ils étaient des démons, nés et écrasés par ceux de leur propre espèce. Il détestait les humains. Il souhaitait pouvoir détruire l'humanité entière. C'était son véritable désir et ce serait le matériau final pour l'épée de l'Apocalypse. Karen s'est dit qu'il s'agissait de l'épée de l'Apocalypse. Ray l'avait mentionné une fois, mais elle n'avait jamais entendu parler d'une telle épée et n'avait trouvé aucune information sur Internet. Karen a expliqué qu'en d'autres termes, cette épée était apparue dans le système du protagoniste pour restaurer les souvenirs de Renius. Fenya s'est mise à rire en disant que les monstres ne peuvent normalement pas sortir du donjon. Mais que se passerait-il si l'un des démons prenait forme humaine, à votre avis? Que se passerait-il? Karen a eu une révélation et a demandé « Vraiment ?» Fenya a hurlé qu'elle avait vu juste. Randas pourrait sortir des donjons et anéantir ces pathétiques humains. Haba l'a traité d'enfoiré. Ejima a ajouté que son subordonné souffrait à cause de lui. Kevned a répondu par l'affirmative, déclarant qu'elle avait décidé de les utiliser pour son propre bien. Ils étaient censés lui ramener Rai. Karen pensa aux gangs à la police et à l'agence d'enquête sur les donjons. Tout cela n'était qu'une mascarade pour que Rai retrouve sa forme originelle. Rai leur a dit qu'il devait fuir. À cet instant, tout le monde s'est tourné vers lui. Rai a dit qu'il n'était plus l'homme qu'il connaissait. Karen, les larmes aux yeux, lui a demandé s'il était encore là quelque part. Il lui a dit d'arrêter, qu'il devait fuir d'ici. À ce moment-là, Fenya lui demanda s'il ne trouvait pas ça un peu ennuyeux. Avait-il vraiment développé de la sympathie pour les humains? Rai a dit à Karen de s'enfuir. Karen trembla, puis des larmes se mirent à couler de ses yeux. Elle baissa la tête et lui dit de ne pas dire de bêtises. Devait-elle attendre la fin du monde? Devait-elle rester là à le regarder comme ça inquiète? Haba lui dit de ne pas s'approcher davantage, que c'était dangereux. Karen répondit que cela lui était égal. Peu importe ce qu'il disait. Elle déclara qu'elle était prête à le suivre jusqu'au bout du monde. Elle n'allait donc pas l'abandonner simplement parce qu'il était devenu un monstre. Sur ce, Haba dit que c'était bien dit. Après quoi, il se tourna vers Ri et lui dit qu'il avait observé sa croissance depuis l'enfance. Il était donc prêt à tout risquer pour le ramener à la normale. S'il ne le faisait pas, comment pourrait-il regarder le chef Kamishiyama dans les yeux? Ejima ajusta ses lunettes et dit « C'est quand même lui qui l'a amené dans ce donjon et il ne voulait pas que Rai rentre chez lui comme ça. En tant que meilleur élément de son département, il allait tous les protéger sérieusement. » À ce moment-là, Rai les appela puis quelque chose commença à lui arriver. Il se mit à changer de forme. Haba et Ejima crièrent son nom. Karen le regarda et pensa « Qu'est-ce que c'est? Une épée est en train de se créer à partir de la brume noire. C'est l'épée de l'Apocalypse. » Fena, avec un sourire dément, dit que c'était ainsi que les choses devaient être.
Il devait déchaîner davantage de son pouvoir. Il devait punir ces imbéciles ignorants. À ce moment, Rai, comme s'il était fou, dit qu'il devait tuer des gens. Il saisit l'épée et rugit. Abba a crié de faire attention, de se mettre derrière lui. Il a ensuite utilisé un bouclier magique, mais Fengna a brisé son bouclier d'un seul coup. En frappant le bouclier, il a légèrement blessé Abba. À cet instant, Ejima pensa qu'il avait une ouverture. Il a alors pointé son arme vers le monstre et a tiré. Cependant, Fengna arrêta la balle d'une seule main. Ejima hurla que c'était impossible. Après tout, il avait utilisé un objet très puissant. L'instant d'après, Fengna les attaqua. Après une puissante explosion et une fois la fumée dissipée, ils se tenaient debout protégés. Ejima remercia Karen pour cela. Elle leur demanda si tout le monde était sain et sauf. Abba la regarda et dit qu'il fallait s'y attendre. Rai était très fort. Ejima dit que ce n'était pas le moment de le complimenter. La différence de force était bien trop grande. Karen dit avec détermination que même ainsi, elle n'abandonnerait pas. Abba et Ejima demandèrent en même temps ce qu'elle voulait dire par « ne pas abandonner ». À ce rythme, leur gentil Rai resterait sous cette forme pour toujours. Elle ne voulait pas de ça. Sur ce, elle s'élança en avant. Elle courut droit sur le monstre et hurla qu'il lui rendrait. Elle se souvint de Rai lui disant qu'il réalisait maintenant qu'il n'était pas la personne qu'il lui fallait. Tout se terminait là. Mais la prochaine fois, ce ne serait peut-être pas le cas. Ils devaient donc prendre des chemins séparés. Si elle restait avec lui, rien de bon n'en sortirait. Elle pensa que c'était impossible. Elle ne le laisserait pas porter ce fardeau tout seul. Après quoi, Rai, sous sa forme démoniaque, l'attrapa de sa main. Abba et Ejima, effrayés pour elle, crièrent son nom. Fengna se mit à rire et dit que c'était inutile, que tout était inutile. Il dit qu'ils haïssaient les humains. Karen regarda Rai et dit que mourir lui était égal, mais qu'il devait revenir avec eux. Fengna rit et dit que c'était très touchant. Ensuite, Rai projeta Karen contre le mur. Fengna dit qu'il ferait mieux d'abandonner. Leur Rai n'était plus là. Quand le nuage de poussière se dissipa, Karen était en vie. Avec ses dernières forces, elle dit qu'elle n'abandonnerait pas. Elle le lui avait promis. Elle se souvint de Rai lui disant que tout irait bien. Après cela, elle déclara que cette fois, c'était elle qui le protégerait. Elle sortit son téléphone où le direct était en cours de diffusion. Elle demanda aux spectateurs de l'aider. Dans les commentaires, les gens écrivaient « C'est quoi ce monstre? Qu'est-ce qui se passe? Elle est en danger. Où est-ce le héros? Il est passé où? » Fengna regarda la scène et se demanda « Qu'est-ce qu'elle essaie d'obtenir? » Karen dit aux spectateurs qu'ils devaient tous l'écouter. Rai avait été transformé en monstre par des émotions malveillantes. Ils devaient lui transmettre leurs sentiments, l'aider à retrouver ses souvenirs. À cet instant, les spectateurs dans les commentaires furent d'accord avec elle. C'était à leur tour de l'aider. Quelqu'un dans les commentaires écrivit qu'il ne savait pas à quel point sa douleur était profonde, mais qu'il devait l'aider. Il y avait 200 000 spectateurs ici. Ils allaient dissiper sa douleur. À ce moment-là, Rai, sous sa forme de monstre, dit d'arrêter. Les spectateurs commencèrent à donner plusieurs milliers de yens et à écrire que Rai devait se battre. Ils croyaient en lui. Karen supplia mentalement Rai. Avec l'aide des spectateurs, une lumière blanche jaillit du téléphone. Karen s'est dit que Rai devait les entendre, qu'il devait revenir auprès d'eux. À cet instant, la lumière blanche a complètement enveloppé le protagoniste.